Merci Rachel et merci Cassie d'avoir eu cette excellente idée qui me fascine. Et je vois je vais tourner autour de certaines des mêmes pots déjà évoqués. Cortázar, Agatha Christie, Le mensonge, Le supercherie, etc. Donc je remercie Maxime d'avoir résumé en plus ou moins détail la continuité des parcs, parce que je commence, ce que je ne fais pas, mais je commence par une référence à la continuité des parcs de Cortázar, où un lecteur s'immerge dans un roman et se plaît, selon le texte, à s'éloigner petit à petit de sa réalité environnante, tout en gardant la conscience de ses alentours immédiats, ses cigarettes à côté, le velours du fauteuil où il est assis. Or, cette demi-conscience ne lui permet pourtant pas d'observer que le personnage meurtrier de la fiction qu'il lit vient de s'introduire dans son salon et vit sa mort. Caractérisé par Marie-Laure Rion comme allégorie de l'immersion fictionnelle, le récit évoque explicitement l'emprise de la fiction sur le personnage lecteur et nous rappelle, comme le fait Jean-Marie Schaeffer, que l'immersion fictionnelle n'est jamais totale, mais implique un état mental scindé et serait caractérisé selon la théorie contemporaine comme une relation de connivence entre le lecteur et l'auteur, dans laquelle les deux s'accordent pour reconnaître la fiction comme une fantaisie ludique partagée. C'est le partage qui distinguerait la fantaisie ludique de la fantaisie sérieuse, et ainsi la fiction du mensonge ou de la supercherie. Cette suspension volontaire de la crédulité, selon Coleridge, est une posture sciemment adoptée par le lecteur qui a toute confiance dans la bonne foi de l'auteur empirique qui, lui, est au-delà, normalement, sauf qu'on a vu aujourd'hui que ce n'est pas le cas, normalement devrait être au-delà du soupçon de la duplicité ou de la faillibilité qui pourrait justement caractériser le narrateur homodiégétique exposé aux faiblesses du commun des mortels, ignorance, intérêt, menterie. Or, il faut bien noter que le pacte de la confiance sur lequel se base la fiction ne s'installe pas entre narrateur et lecteur, mais bien entre auteur et lecteur. Comme le récit de Cortázar le démontre, le pacte de la fantaisie ludique partagée s'avère, du moins dans certains récits, assez fragile. En effet, la fantaisie dans la continuité des parcs s'établit par le déploiement des conventions du réalisme les plus évidentes. Aucune trace de métafictionnalité ni de fantastique. Mais les choses se compliquent quand on quitte le lecteur fictif pour s'immerger avec lui dans la fiction qu'il lit. Fiction seconde qui dote la première d'un degré de réalité à l'intérieur même de la fiction. Deux niveaux ontologiques, pour ainsi dire, dont c'est le deuxième qui s'approprie le pacte de la fantaisie ludique partagée. L'effet immersif de cette fiction seconde est suffisamment fort pour faire oublier que ce pacte gouverne le récit entier. Le partage établi dès le début, donc je suis en train de lire une fiction, est déplacé vers la deuxième fiction, faisant oublier au lecteur que tout n'est que fiction. Comme le disait Ricardou, ce qui dans un texte se prétend réel n'est jamais qu'une fiction au même titre que ce qui s'y prétend fiction. On ne passe jamais que d'une fiction à une autre. La transmutation prévait donc brutalement et avec toutes sortes de subtilités encore plus efficaces le lecteur qui rêve si intensément sur le texte qu'il prend des fictions pour des réalités. C'est à savoir qui a triché. Dans le récit de Cortázar, la voie narrative hétérodiégétique, par convention fiable, ne semble rapporter que les faits fictifs, empiriques. Il n'y a aucun narrateur homodiégétique non fiable, bouc émissaire pour endosser la culpabilité d'une tricherie, du piège dans lequel le lecteur tombe immanquablement. Prenons un autre exemple célèbre. Dans Qui a tué Roger Ackroyd, Pierre Bayard entreprend une contre-enquête du roman d'Agatha Christie, Le meurtre de Roger Ackroyd, pour démontrer que Poirot s'était trompé et que le coupable du meurtre était un autre. Or, quand Marc Escola relit la lecture de Bayard, c'est moins pour accuser de tricherie le Dr. Shepard, le narrateur coupable, ou de faillibilité Hercule Poirot, mais plutôt Agatha Christie elle-même, de ne pas avoir respecté le pacte de la fantaisie ludique partagée en toute franchise.
Et selon Bellman-Noël, derrière l'accusation d'incompétence dont Bayard accable le pauvre Belge, il faut évidemment lire la culpabilité de l'auteur. Et je cite Bellman-Noël. Le problème dont l'absence m'apparaît criante dans ces pages, et par les pages de l'essai de Bayard, s'énonce naïvement ainsi. Que devient dans cette affaire l'auteur du récit? Pourquoi n'inclut-on pas Agatha Christie d'enquête bâclée, voire de trafic d'influence ou d'injure à magistrat? Car c'est une accusation en trompe-l'œil que celle qui tombe sur le petit détective belge, qui n'est pour rien dans une bévue dont la seule et unique responsable, à première vue comme à la réflexion, ne saurait être que la grande romancière britannique. Agatha Christie savait-elle, oui ou non, que le docteur Shepherd pourrait bien être innocent du meurtre? Fin de citation. Or, Escala accuse l'auteur directement, et cela selon l'évidence des erreurs logiques à l'intérieur de la structure narrative du roman. Selon lui, Christie aurait commencé un roman et terminé un autre, oubliant ou refusant de se corriger en cours de route. Le récit ne fonctionne tout simplement pas si on lui impose la rigueur d'une enquête narratologique digne d'un Poirot. Et pourtant, la fiction et sa supercherie fonctionnent merveilleusement bien, au point où le roman est devenu un modèle incontournable du genre et l'un des plus célèbres du temps. Bien sûr, du point de vue du lecteur innocent, c'est le narrateur, le Dr. Shepherd, qui est menti tout le long, exemple sans égal du narrateur non fiable. Mais tout comme le lecteur fictif de Cortázar est victime du personnage du roman qu'il lit, et ensuite de l'auteur qui a décidé de son sort, le lecteur du meurtre de Roger Ackroyd est doublement victime. Premièrement du narrateur, mais ensuite de l'auteur qui, consciemment ou par inadvertance, lui a jeté de la poudre aux yeux pour l'empêcher de voir les failles logiques dans son récit. Nous allons explorer alors la pertinence actuelle de la confiance, du pacte de la confiance entre auteur et lecteur par le biais de fiction qui, au lieu de partager la fantise avec le lecteur, la lui dissimule. La fantise devenant par le fait même non pas ludique mais réelle. Ce sont des fictions où le lecteur rencontre non pas un narrateur mais plutôt une narration trompeuse et caché derrière elle un auteur réel qui ne joue pas le jeu ou bien qui joue par d'autres règles inconnues du lecteur. Par la rupture des pactes de lecture les plus conventionnels, on ne produit pas de vrais romans, mais des romans fictifs. Et j'ai un problème avec cette terminologie un peu rébarbative, mais on va en parler. Donc, à l'instar de la pipe de Magritte, l'apparence du roman est un leurre. Mais là où Magritte nous indique le lieu de notre méprise, le roman fictif nous le cache. C'est-à-dire que la fiction n'est pas là où on pense qu'elle est. Dans les cas que nous allons énumérer, l'opérateur fondamental de la fantise est la métalapse, la transgression de la frontière sacrée entre deux niveaux de la narration, celui où on parle et celui dont on parle. Combinée avec une structure en boucle, cette stratégie produit ce que Hofstadter définit comme des hiérarchies enchevêtrées et qui sont amplement mises en scène dans de multiples dessins d'échelle où le haut et le bas se rejoignent, où l'eau descendant remonte à son point d'origine. La figure de base qui réunit chaque notion est la boucle étrange, où le retour à la case départ n'est qu'une illusion, ou bien nous envoie dans une autre dimension. C'est comme si sortant d'une pièce et montant un étage pour entrer dans une autre pièce, on se retrouve dans une pièce identique, mais elle située à l'étage qu'on vient de quitter. Donc, le double suspect de Madeleine Monette fournit un premier exemple relativement subtil de la rupture du pacte de la connivence. Anne, narratrice autodiégétique, est abandonnée à Rome par son ami Manon, qui décide d'aller rejoindre un amant en Allemagne. Mais Manon meurt en route dans un accident de voiture qui a toutes les allures d'un suicide. Anne hérite de son journal intime en même temps que de sa chambre d'hôtel, où elle s'installe et entreprend de réécrire le journal intime de Manon.
il émergera des apports d'Anne, non pas une mise en forme du journal, mais un véritable roman. On commence déjà à se demander où se termine la vérité du journal et où commence la fiction romanesque, mais outre le peu de fiabilité de la notion de vérité tout court, il n'y a pas vraiment lieu de mettre en doute la bonne foi de la narratrice, ni ses bonnes intentions envers la mémoire de son amie. Surtout qu'elle avoue explicitement son ignorance de bien des aspects de la vie de Manon. Elle est obligée d'inventer et elle ne cache pas la fictionnalité inhérente de son entreprise. Autrement dit, une non-fiabilité affichée n'en est pas vraiment une. À la fin de son séjour italien, Anne rentre à Montréal et une voix narrative hétérodiégétique, sortie de nulle part, annonce qu'une femme descendue de l'avion, vêtue en jean noir et pull rouge. Or, ce détail anodin, dont la position en fin de récit assure pourtant la science, se retrouve à 2 autres reprises dans le roman. Ce sont les mêmes vêtements portés par André, une amie de la défunte que la narratrice n'a pas connue. En plus de rajouter aux multiples dédoublements érigés entre les personnages féminins, ce détail propose un autre problème. Pourquoi et comment ces vêtements? Plusieurs explications venant du régime de la représentation selon Richard Stanchevay sont possibles, dont la plus efficace serait de prétendre que la narratrice, devant habiller son personnage, se serait inspirée par ses propres vêtements. Explication logique, mais peu satisfaisante sur le plan narratif. Pourquoi cette science problématique? Une explication plus tordue qui privilégie le régime de la transreprésentation lierait l'identité entre la narratrice et le personnage fictif au premier degré. Ce serait le personnage fictif, André, qui descend de l'avion. André est Anne, ou bien Anne est André. Et de toute façon, Anne avoue elle-même que Anne n'est pas son vrai nom. Peu vraisemblable peut-être, mais cette logique métaleptique n'est pas sans faire retour sur d'autres éléments du récit. Le journal d'Anne, qui raconte son séjour en Italie après la mort de Manon, constitue le niveau cadre du réel romanesque. Les deux amis seraient vraiment allés en Italie, Manon serait vraiment partie en Allemagne et serait vraiment morte en cours de route. Le deuxième niveau, appelons-le fictionnel, est la version du journal de Manon rédigée par Anne et qui constitue le roman dans le roman. Or, plusieurs détails sont à noter. Premièrement, le cadre du récit, donc le niveau réel, qui raconte les quelques jours passés à Rome avant le départ de Manon, est entièrement écrit par Anne après la mort de Manon. Autrement dit, dans le roman, Manon n'a de réalité que dans l'écriture d'Anne. Deuxièmement, Anne, qui réfléchit sur son roman, déclare qu'elle aurait dû commencer le récit à Rome. Or, le roman que nous lisons commence effectivement à Rome. Troisièmement, l'irruption de la voix hétérodiégétique à la fin situe l'ensemble carrément dans le régime du romanesque. La narratrice autodiégétique a disparu, donnant lieu à une autre voix située à l'extérieur du récit. Conclusion, le roman écrit par Anne n'est pas une version du journal de Manon, mais plutôt le double suspect. Un roman qui, au lieu d'opposer un niveau narratif fictionnel à un niveau supposé réel, n'est fait que de la fiction. Un roman fictif, si vous voulez. En termes de métalepse, le niveau où l'on raconte et le niveau que l'on raconte se sont télescopés. Les deux versants paradoxalement dans la fiction. Au roman fictif, auteur fictive, celle qui descend de l'avion à la fin du récit, habillée de vêtements fictifs. Mais puisque roman il y a, il faut chercher ailleurs la source de la tricherie. Dans Le Sexe des étoiles de Monique Proulx et Guerre de Nicole Brossard, on est carrément confronté à des situations métaleptiques qui tordent les mots fictifs jusqu'à les rendre irrémédiablement paradoxaux. Dans les deux cas, il est difficile d'accuser le narrateur de mauvaise foi. Dans le roman de Proulx, une voix narrative hétérodiégétique présente un monde absolument logique et vraisemblable,
dépourvu des traces de la métafictionnalité qui accompagnent souvent de tels récits. Est absent aussi un personnage d'écrivain en train d'écrire le roman que nous lisons. Il y a pourtant un personnage écrivain, Dominique, qui essaie d'écrire l'histoire de Marie-Pierre, une transsexuelle. Dominique devient fasciné par Marie-Pierre, voire amoureux d'elle, et vers la fin du récit, il traverse la rue pour la rejoindre, se fait frapper par une voiture et meurt. Son manuscrit de 328 pages qu'il porte s'envole dans les airs et les pages atterrissent auprès des personnages qui sont représentés sur ces pages, qui sont des personnages du Sexe des Étoiles. Et le roman de Proulx compte évidemment 328 pages. Et nous apprenons par le biais de son ami Gaby, à qui Dominique avait confié une copie du manuscrit, que la dernière phrase de celui-ci est identique à la dernière phrase du Sexe des Étoiles. Donc, l'auteur fictif du récit est révélé et mis à mort du même coup, et tout le roman bascule dans la fictivité. Hier, de Nicole Brossard raconte la vie de 4 femmes, dont une romancière, mais comme c'est le cas de Dominique, elle est un personnage au même titre que les autres et n'est pas donnée pour auteur du roman que nous lisons. Or, à la fin du roman, les 4 amies se réunissent dans la chambre de l'hôtel de la romancière, et là, on voit afficher sur les murs de sa chambre des pages du roman qu'elle est en train d'écrire. Les passages qui nous sont donnés à lire proviennent évidemment de diverses parties du roman que nous tenons entre les mains. Difficile de qualifier cette métalepse d'autre chose qu'une mise en abîme de la fictivité de la fiction, à laquelle il manque notamment une narratrice que l'on peut accuser de non-fiabilité. Encore une fois, il faut retomber sur l'auteur empirique, Nicole Brossard, qui nous a fait croire qu'on lisait un vrai roman. Par contre, selon une logique pour le moins tordue, le roman que nous lisons serait le fruit d'un personnage fictif qui n'a d'existence qu'à l'intérieur de la fiction que nous lisons. Un roman fictif. Le lieu précis de la supercherie commise est difficile à déterminer, mais la rupture du pacte de la connivence entre auteur et lecteur est certaine. C'est Nicole Brossard qu'il faut accuser d'avoir dissimulé la feintise qui serait parce que même non pas ludique mais sérieuse. Donc le dernier exemple, c'est l'enterrement de la sardine de Patrice Lessard. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent sa trilogie. Il faut le connaître. Donc c'est un exemple d'une fiction où l'auteur empirique s'affiche explicitement comme origine de la feintise qu'est le roman. Donc, dans une préface signée P.L., Patrice Lessard, nous supposons, l'auteur explique que son roman comporte 2 textes distincts. Le récit autobiographique de son séjour à Lisbonne, et nous savons qu'il passe beaucoup de temps à Lisbonne, et d'autres éléments autobiographiques sont évidents aussi, et donc son autobiographie et des chapitres d'un roman inachevé. Dans le texte, les 2 parties intercalées sont distinguées par un système de titres de chapitres et d'astérisques. Donc, la préface, lieu où réside normalement la vérité non fictionnelle, devient de plus en plus suspecte au fur et à mesure que les personnages de la fiction surgissent dans les parties dites autobiographiques et vice-versa. Nous sommes carrément en face d'un auteur réel, ou bien de son sosie, appelons-le réel, qui ne joue pas le jeu, ou bien qui se paye notre tête par la manipulation des conventions les plus fondamentales de la fiction, et qui, en outre, abuse de l'espace véridique pour nous mentir. C'est donc dans la préface, lieu de notre confiance aveugle en la bonne foi de l'auteur, que celui-ci triche. Sans la qualification préfaciale d'autobiographique, le tout se lirait comme une fiction dans une fiction, à l'intérieur de laquelle, ou desquelles, les personnages auraient tous les droits de se promener comme bon leur semble. Métalepse canonique, amusante, mais qui ne dépasse pas les limites de l'acceptable romanesque. Pourtant, passer de la vraie vie à la fiction et vice-versa, c'est pas cachère. Et à la fin du récit trouve l'auteur réel
un dénommé Patrice Lessard, installé dans la même chambre merdique qui était précédemment le repère de son personnage fictif. Si ce n'est pas littéralement la mort de l'auteur fictif, comme dans Le Sexe des étoiles, c'est sa disparition dans sa propre fiction que j'ai qualifiée ailleurs doctorophage. Nous avons donc comme source de la fantise un auteur inconnu dans la bulle de suspect, un auteur mort, un auteur inexistant et un auteur fictionnel. Tous des masques d'un auteur réel, effronté et sans scrupules qui se moque de son lecteur. En conclusion, il semble émerger au sein de ces fictions un nouveau lieu de soupçon, du régime de la non-fiabilité narrative régi ultimement par le pacte de la connivence entre lecteur et auteur, et par celui de la fiction comme fantise ludique partagée, on a passé au régime de la fantise dissimulée, et par le fait même à la fantise sérieuse, dont l'origine ne peut être que l'auteur réel, puisqu'il y manque absolument un narrateur sur lequel faire retomber la culpabilité de la fantise et de la non-fiabilité. Saint-Gelais nous conseille de nous méfier du texte. Or, comment se méfier du texte sans se méfier de son créateur? Si l'image d'une pipe n'est pas une vraie pipe, l'apparence d'un roman ne fait pas non plus un vrai roman. C'est des romans où on a envie de dire à la fin « Ah, ce n'était que la fiction !» Ou bien c'est un roman qui affiche sa fictivité et non seulement sa littérarité, comme dans les cas classiques de romans métafictifs. On peut bien se demander, au-delà de la mystification que produisent de tels récits, quel serait le sens ou la signification de ces supercheries? Or, nous croyons, je crois, peut-être en déceler une piste sur la 4e couverture de Pourquoi la fiction de Jean-Marie Schaeffer, où on lit que les univers fictifs, loin d'être les apparences illusoires ou les constructions mensongères, sont une des faces majeures de notre rapport au réel. Or, si la fantise sérieuse du roman fictif aboutit effectivement à des apparences illusoires et à des constructions mensongères, c'est que celles-ci sont aussi une des faces majeures de notre rapport au réel. Merci.